Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Dans ce nouvel épisode de notre podcast consacré aux grands maîtres de la peinture, nous avons parlé d'Odilon Redon et de ses visions nocturnes, puis d'Henri Fantin-Latour et de ses portraits collectifs comme instantanés d'une époque. Aujourd'hui, nous restons dans ce monde impressionniste, mais nous changeons radicalement de point de vue. Nous allons parler d'une femme qui s'est battue sans jamais en avoir l'air, pour exister comme peintre dans un monde qui ne lui reconnaissait ce droit qu'à moitié. Une femme dont les tableaux semblent légers comme du satin, et la vie, pourtant, porte une gravité secrète. Cette femme, c'est Berthe Morisot, cofondatrice de l'impressionnisme, seule femme à avoir exposé à presque toutes les expositions du groupe, muse d'Édouard Manet, épouse de son frère, mère de Julie. Elle a traversé le XIXe siècle comme une silhouette lumineuse et discrète, dont la peinture est, selon les mots du poète Paul Valéry, l'échange de l'observation contre l'action, de la volonté créatrice contre la lumière. Installez-vous, il y a beaucoup à voir et à ressentir. Berthe Marie-Pauline Morisot, née le 14 janvier 1841 à Bourges, dans le département du Cher. Son père, Edmé Tiburce Morisot, est alors préfet du département. Sa mère, Marie-Joséphine Cornélie Thomas, est issue d'une famille de trésoriers payeurs généraux. C'est une famille de la haute bourgeoisie cultivée, aisée, ouverte aux arts et à la littérature. Berthe est la troisième enfant de 4. Elle a 2 sœurs aînées, Yves et Edma, et un frère cadet, Tiburce. Un détail généalogique mérite d'être mentionné. Berthe Morisot est l'arrière-petite-nièce du peintre Jean-Honoré Fragonard. Le sang des artistes coule donc déjà dans ses veines. Même si, au XIXe siècle, cela ne suffit pas à ouvrir les portes des académies aux femmes. En 1852, le père est nommé à la Cour des comptes et la famille s'installe à Paris. À partir de 1855, Berthe et sa sœur Edma prennent des leçons de dessin, d'abord avec un certain Chocarne, puis avec le peintre Joseph Guichard, élève d'Ingres. La décision des parents de faire instruire leurs filles dans les arts est courante dans la bourgeoisie de l'époque. On apprend la musique et le dessin comme on apprend les bonnes manières. Ce que les parents de Berthe n'ont pas mesuré, c'est que leur fille ne fera jamais de la peinture un ornement. Elle en fera sa raison d'être. Guichard, lui, ne s'y trompe pas. Dès les premières leçons, il reconnaît chez Edma et Berthe des dons exceptionnels qui dépassent de loin le niveau attendu. Il écrira un jour à leur mère ces mots prémonitoires et un peu inquiets. « Avec des natures comme celles de vos filles, ce ne sont pas des petits talents d'agrément que mon enseignement leur procurera. Elles deviendront des peintres. Avez-vous bien réfléchi à ce que cela signifie ?» La mère avait-elle bien réfléchi? Probablement pas entièrement, mais elle laissa faire, et c'est ainsi que tout commença. Guichard inscrit ses 2 élèves comme copistes au musée du Louvre en 1858. C'est une pratique courante dans la formation artistique de l'époque. On apprend en étudiant et en reproduisant les maîtres. Pour les femmes, c'est souvent le seul accès possible à une formation sérieuse puisque l'école des beaux-arts leur est officiellement fermée jusqu'en 1897. Le Louvre devient ainsi le véritable atelier de Berthe Morisot. Et comme nous l'avons vu dans notre épisode précédent, c'est également au Louvre que se nouent les amitiés les plus importantes. C'est là qu'Edma et Berthe rencontrent Henri Fantin-Latour, déjà évoqué dans notre dernier épisode. C'est lui qui, quelques années plus tard, les présentera à Édouard Manet, mais n'anticipons pas. Berthe et Edma réclament à Guichard de travailler en plein air, une envie qui les rapproche du courant moderne de la peinture sur le motif, pratiqué par les artistes de l'époque de Barbizon. Guichard les confie au paysagiste Achille Oudinot, qui les met à son tour en relation avec son ami Camille Corot. La famille Morisot loue une maison à Ville-d'Avray durant l'été afin que les jeunes filles puissent peindre aux côtés du grand maître. Corot devient bientôt un habitué de leur salon parisien.
Ce compagnonnage avec Corot est fondateur. Berthe lui emprunte sa palette claire, son amour de la lumière diffuse, son goût pour les traces apparentes de pinceau et pour les petites études de paysage. C'est lui qui lui apprend à regarder la nature avec les yeux de la peinture et non l'inverse. Ce qu'elle en retirera, c'est quelque chose de plus personnel encore, une façon de poser la couleur avec légèreté, comme si le tableau respirait. En 1864, Berthe et Edma exposent pour la première fois au Salon officiel des Beaux-Arts. Berthe y présente des paysages. 2 critiques remarquent leurs tableaux et notent l'influence de Corot. C'est un début. Elles exposent au Salon les années suivantes, régulièrement acceptées, régulièrement remarquées. C'est en 1868, par l'intermédiaire de Fantin-Latour, qu'Edma et Berthe Morisot font la connaissance d'Édouard Manet. La rencontre a lieu au Louvre, encore lui. Les familles Morisot et Manet se lient rapidement d'amitié et commencent à se recevoir. L'admiration est immédiate et réciproque. Manet voit en Berthe une peintre d'une sensibilité rare. Berthe reconnaît en Manet un révolutionnaire qui a osé ce qu'elle pressent sans encore oser le formuler. Entre eux s'installe une relation complexe, intense, que les historiens d'art ont longtemps débattue sans jamais la réduire à une seule étiquette. Ce n'est pas seulement une amitié, ce n'est pas tout à fait de l'amour, ou du moins, on ne peut l'affirmer avec certitude. C'est un compagnonnage artistique d'une rare fécondité, nourri d'admiration mutuelle, de discussion, d'influence réciproque. Entre 1869 et 1874, Berthe pose pour Manet à de nombreuses reprises, en tout 10 peintures à l'huile, 2 estampes et une aquarelle la représentant. C'est une présence considérable dans l'art d'un autre artiste. On la reconnaît dans Le Balcon, 1868-1869, assise au premier plan, dans une robe blanche, le regard sombre et intense dirigé vers le spectateur. On la retrouve dans Le Repos, vers 1870, alanguie dans un canapé, et dans ce que Manet lui-même considérait comme son portrait favori d'elle, Berthe Morisot, au bouquet de violettes, 1872, d'une austérité et d'une profondeur psychologique saisissante. Berthe n'est pas pour autant une simple muse passive, elle observe, elle critique, elle dialogue, les 2 artistes s'influencent mutuellement. Manet adopte parfois des fonds plus clairs, une lumière moins contrastée sous son influence. Elle-même approfondit sa compréhension de la touche libre et du refus de l'anecdote. Mais voici l'anecdote la plus révélatrice de la nature de cette relation. Un jour, Manet s'empare d'une toile de Berthe, une vue de Paris, et décide de la retoucher lui-même sans lui demander la permission. Il ajoute des éléments, modifie des passages. Berthe, furieuse, n'oubliera pas cet épisode. Elle le racontera à sa sœur Edma dans leurs lettres, mais elle ne rompt pas pour autant avec Manet. Ce petit incident dit tout de leur relation, une admiration sincère de part et d'autre, une camaraderie artistique réelle, mais aussi une tension née du fait qu'une femme artiste au XIXe siècle n'était pas toujours traitée avec la même déférence qu'un confrère masculin. Ici, il faut s'arrêter sur Edma, car l'histoire de Berthe Morisot ne peut pas se raconter sans celle de sa sœur. Et cette histoire-là est l'une des plus douloureuses et des plus révélatrices de ce que signifiait, pour une femme au XIXe siècle, vouloir être peintre. Edma Morisot est, au moins autant que Berthe, douée dans la peinture. Corot lui-même avait marqué une légère préférence pour ses travaux au début. Edma expose régulièrement au salon. Elle peint avec passion. Elle est, par tous les témoignages de l'époque, une artiste de talent réel. En 1869, Edma épouse un officier de marine, Adolphe Pontillon, et le suit à Lorient. À partir de ce moment, elle cesse de peindre sérieusement. La vie de femme mariée, les déménagements, les maternités qui suivent, l'éloignement de Paris et de son milieu artistique, tout cela l'éloigne progressivement de son art. Elle deviendra la muse de sa sœur, posant pour elle, lui écrivant des lettres admiratives et mélancoliques. Dans cette correspondance entre les 2 sœurs,
qui est l'une des sources les plus précieuses que nous ayons sur la vie de Berthe, Edma confie parfois la tristesse de ne plus peindre. Elle écrit à Berthe « Je pense souvent à toi et je t'envie ». Et Berthe, de son côté, lui répond avec une tendresse mêlée de culpabilité. Ce destin d'Edma, talent sacrifié sur l'autel des convenances sociales, est comme le revers sombre de la médaille de Berthe. Ce qui différencie les deux sœurs, ce n'est pas le talent, c'est le refus. Berthe a refusé, avec la discrétion propre à son époque et à son milieu, mais avec une fermeté absolue, de renoncer à sa vocation. Elle a refusé plusieurs prétendants, dont des hommes importants de la vie politique et culturelle parisienne. Jules Ferry et le peintre Puvis de Chavannes auraient tous deux eu des velléités de l'épouser. Elle a décliné. L'année 1874 est l'une des plus importantes de la vie de Berthe Morisot. Deux événements majeurs s'y produisent qui semblent presque contradictoires. Le premier, elle participe à la première exposition du groupe des artistes anonymes coopératifs, ce que la postérité appellera la première exposition impressionniste organisée dans l'atelier du photographe Nadar, aux côtés de Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Sisley, Cézanne et d'autres. Berthe Morisot est la seule femme à exposer sous son propre nom. Elle présente plusieurs toiles, dont Le berceau, sur lequel nous reviendrons. Son ancien professeur Guichard, effrayé, écrit à sa mère « Un serment de cœur m'a pris en voyant les œuvres de votre fille dans ce milieu délétère. Manet avait raison de faire obstacle à son exposition. Il faut absolument qu'elle rompe avec cette nouvelle école dite de l'avenir. » Manet lui-même, de son côté, avait tenté de la dissuader de rejoindre le groupe impressionniste, qu'il considérait comme une aventure risquée. Elle est passée outre. Le second événement, quelques mois plus tard, le 22 décembre 1874, Berthe Morisot épouse Eugène Manet, le frère cadet d'Édouard. Eugène Manet est un homme cultivé, doux, attentif. Il ne connut jamais la gloire de son frère, mais il sera pour Berthe un compagnon d'une rare qualité. Il respecte sa peinture, il la soutient, il la laisse travailler. Il la suivra dans ses voyages, veillera sur leur fille Julie et sera photographié par Berthe, elle-même en train de jouer avec l'enfant dans le jardin. Une inversion des rôles traditionnels que la peinture note avec une subtile ironie dans ses toiles. Cette double décision de 1874, rejoindre les impressionnistes et épouser Eugène, dit tout du tempérament de Berthe Morisot. Une femme qui choisit, qui décide, qui assume, mais toujours avec une élégance qui rend ses choix presque invisibles à qui ne regarde pas de près. Parlons maintenant de ces tableaux, car c'est là, en définitive, que tout se joue. Le berceau 1872 est sans conteste son œuvre la plus célèbre. Elle représente sa sœur Edma veillant sur le sommeil de sa fille Blanche, nouveau-née. La composition est d'une sobriété admirable. Edma est assise, penchée, son bras replié accompagne la ligne du berceau voilé du tulle blanc. Le regard de la mère, doux et légèrement mélancolique, ne tombe pas directement sur l'enfant, il semble se perdre dans un espace intérieur. Ce tableau est la première apparition du thème de la maternité dans l'œuvre de Morisot, thème qui deviendra l'un de ses plus constants. Mais ce qui le rend extraordinaire, c'est la façon dont il échappe à toute sentimentalité. Il y a dans le berceau quelque chose d'une gravité secrète, d'une conscience de la fragilité des instants heureux qui le place très au-dessus du genre anecdotique. Le tableau ne fut acquis par le musée du Louvre qu'en 1930, tardive reconnaissance. Été 1879, conservé au musée Fabre de Montpellier, représente deux femmes en barque sur l'eau, vêtues de blanc dans une lumière d'été vibrante. La touche est rapide, libre, presque esquissée, et pourtant tout est là, tout est juste. C'est un chef-d'œuvre de la représentation du plein air impressionniste. Jeune femme en toilette de bal, 1879, conservé au musée d'Orsay, montre une jeune femme en robe de soie blanche dans l'atmosphère dorée d'un bal. La fluidité de la touche, la façon dont la robe semble faite de lumière plutôt que de tissu,
font de ce tableau l'une des images les plus élégantes de la peinture du XIXe siècle. C'est la première œuvre de Berthe Morisot à entrer dans les collections nationales françaises. En 1894, à l'initiative de son ami Stéphane Mallarmé, qui convainc l'État de l'acheter. Eugène Manet et sa fille dans le jardin de Bougival, 1881, est une toile d'une tendresse infinie. On y voit le père, Eugène, surveiller les jeux de la petite Julie dans le jardin. C'est une image inversée des rôles attendus. C'est l'homme qui est à la maison, qui veille sur l'enfant pendant que la mère, peintre, observe, cadre, peint. Ce tableau est une déclaration silencieuse. Julie Manet et sa levrette Laërte, 1893, peint 2 ans avant la mort de l'artiste, représente sa fille avec le chien offert par Mallarmé. C'est une œuvre de la maturité, d'une touche plus large et plus libre encore, d'une présence physique étonnante. On y sent tout l'amour de la mère pour cet enfant qui sera bientôt seul au monde. À partir des années 1880, la maison de Berthe Morisot devient l'un des lieux de la vie intellectuelle et artistique parisienne les plus vivants. Chaque jeudi, elle réunit autour de sa table Degas, Renoir, Monet, Pissarro, Caillebotte et le poète Stéphane Mallarmé, qui devient l'un de ses amis les plus proches et son plus fervent admirateur. Mallarmé écrira un jour avec une sincérité mêlée d'humour « Auprès de Madame Manet, je me fais l'effet d'un rustre et d'une brute. » Ces réunions du jeudi sont à la fois sociales et artistiques. On y parle peinture, poésie, musique, avec la liberté d'un cercle soudé par l'admiration réciproque et par les années de combat commun pour une nouvelle vision de l'art. Berthe Morisot est au centre de ce cercle, non pas comme hôtesse décorative, mais comme peintre à part entière, respectée et admirée par ses pairs. En 1887, elle est invitée à participer à une exposition à Bruxelles. En 1892, elle organise sa première grande exposition personnelle à la galerie Bousseau et Valadon à Paris. L'accueil est très favorable. Degas, après avoir vu les toiles, lui fait un compliment qui vaut tous les discours. Votre peinture vaporeuse cache un dessin de plus en plus sûr. De la part de Degas, le plus ombrageux, le plus exigeant, le plus difficile à convaincre de tous les impressionnistes, c'était le compliment suprême. Mais cette même année 1892, la mort d'Eugène Manet laisse Berthe désemparée. Elle a 51 ans et se retrouve seule avec Julie, 14 ans. Mallarmé devient le tuteur officiel de l'adolescente, un rôle qu'il assumera avec une fidélité touchante jusqu'à sa propre mort. En février 1895, Berthe Morisot tombe malade. Elle contracte une affection pulmonaire alors qu'elle soigne sa fille Julie atteinte du même mal. Sa santé décline rapidement. Elle meurt le 2 mars 1895, en son domicile parisien du 10 rue Weber, dans le 16e arrondissement. Elle a 54 ans, sa mort est discrète, à son image. Mallarmé, qui est l'un des premiers à apprendre la nouvelle, écrit pour l'annoncer à leur ami commun. « Je suis le messager d'une très affreuse nouvelle. Notre pauvre amie, Madame Eugène Manet, Berthe Morisot, est morte. » Sa discrétion a voulu qu'aucune lettre de faire-part ne fût envoyée. Avant de mourir, Berthe avait écrit à sa fille Julie une lettre d'adieu d'une beauté déchirante. « Ma petite fille, je t'aime mourante, et je t'aimerai encore morte. Je t'en prie, ne pleure pas, cette séparation était inévitable. J'aurais voulu aller jusqu'à ton mariage. Travaille et sois bonne comme tu l'as toujours été. Tu ne m'as donné aucun chagrin dans ta petite vie. Tu as la beauté, la fortune, fais-en bon usage. » Lorsque Renoir apprend la nouvelle de sa mort, il dit simplement « J'avais le sentiment d'être tout seul dans un désert. » Le certificat de décès, lui, mentionnait la profession de Berthe Morisot ainsi. Sans profession. Elle est inhumée dans le caveau des Manet au cimetière de Passy. Sur sa tombe, on peut lire « Berthe Morisot, veuve d'Eugène Manet ». Cette double invisibilité, sans profession, veuve de, dit tout du sort réservé aux femmes artistes à cette époque. Berthe Morisot avait participé
à 7 des 8 expositions impressionnistes. Elle avait exposé aux côtés de Manet, Renoir, Degas, Pissarro. Elle avait peint des centaines de toiles, de pastels, d'aquarelles. Et son certificat de décès ne mentionnait pas le mot peintre. Son héritage pourtant est immense. Un an après sa mort, en 1896, Mallarmé, Degas, Renoir et Monet organisent une grande exposition rétrospective de son œuvre à la galerie Durand-Ruel. Mallarmé écrit la préface du catalogue. Plusieurs centaines de toiles sont présentées. Le public découvre alors l'étendue d'une œuvre qu'il n'avait vue que fragmentairement. En 1997, les héritiers de Berthe Morisot font don d'un fonds important de peintures, pastels et dessins de l'artiste au musée Marmottan-Monet à Paris, qui possède aujourd'hui la plus grande collection de ses œuvres au monde. En 2019, le musée d'Orsay lui consacre une grande rétrospective, 120 ans après sa mort, qui attire des centaines de milliers de visiteurs. Paul Valéry a écrit d'elle « La singularité de Berthe Morisot fut de vivre sa peinture et de peindre sa vie, comme si celui eût été une fonction naturelle et nécessaire. » C'est peut-être la plus juste des épitaphes. Avant de nous quitter, je voudrais vous poser une question. Berthe Morisot a peint toute sa vie le monde intime qui l'entourait. Sa sœur, son mari, sa fille, les jardins, les intérieurs, les femmes à leur toilette. Elle n'a jamais cherché les grands sujets historiques, mythologiques ou allégoriques que les académiciens considéraient comme les seuls dignes de la grande peinture. Et vous, est-ce que vous pensez que les petits sujets, la vie quotidienne, l'intime, le fragile, peuvent être aussi grands, aussi profonds que les sujets nobles? La réponse de Berthe Morisot est dans chacun de ses tableaux. Oui, la vie ordinaire, regardée avec la bonne lumière, est toujours extraordinaire. Et pour ma part, l'amour, la vie ordinaire comme on dit, est plus importante que tout et devrait être représentative dans les tableaux. Les sentiments, la beauté, tout ça est si important dans la vie. Merci infiniment de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à très bientôt.